bonsoir à tous. Merci d'être avec nous à la Bibliothèque patrimoniale de Lyon pour cette dernière conférence du cycle qui vous était proposée à l'occasion de notre exposition 14-18 Petit papier pour une grande guerre. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Nicolas Oppenstadt, alors que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui est historien, maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialisé en histoire médiévale, mais pas uniquement, également en histoire contemporaine. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet de la guerre 14-18, puisque vous êtes aussi membre du comité scientifique des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et membre du collectif CRID, le collectif de recherche internationale et de débat sur la Grande Guerre, auquel vous avez beaucoup contribué. Notamment, j'ai deux exemples ici de vos productions, puisqu'il y en a une qui fait partie de notre exposition, une édition Futuropolis 2014 en bande dessinée des auteurs Chris et Maël, dont vous avez bien voulu faire une superbe préface. Et puis, votre contribution sur les fusillés de la Grande Guerre, qui a notamment permis de leur dédier un espace particulier, je crois, à l'Hôtel des Invalides. Voilà, c'est un exemple parmi toutes vos publications. On tenait surtout, avec Rémi Dalisson, à vous inviter dans le cadre de notre manifestation, parce que justement, vous êtes un défenseur et un diffuseur de toutes ces recherches novatrices sur la Grande Guerre. Et après avoir parlé ici, dans les conférences précédentes, d'aspects plutôt franco-français, voire locaux et normands, on souhaitait aussi élargir le débat et échanger avec les lecteurs de la bibliothèque de Rouen sur l'après-1918, puisqu'on est en cette dernière année de centenaire, sur aussi les conséquences qui durent encore dans notre monde contemporain de ce premier conflit. Et vous nous avez donc proposé un sujet sur les marins rouges allemands qui initient une nouvelle Allemagne en 1918. Alors je vous laisse la parole et on pourra peut-être échanger avec le public à l'issue de votre communication. Merci beaucoup Madame pour votre invitation. Merci à la bibliothèque de m'accueillir dans le cadre de cette belle exposition. Je voudrais donc ici traiter un sujet qui est assez peu connu en France, qui est celui des marins rouges. Dans les marins rouges, j'entends les marins révolutionnaires, et disons qu'il y a trois espaces principaux où ils vont jouer un rôle important. C'est la Russie, évidemment, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. J'aurais pu faire les trois, mais j'ai pensé qu'en 3/4 d'heure, ce serait un peu énorme. L'Autriche-Hongrie se justifierait puisqu'une des plus grosses révoltes maritimes, en 14-18, a eu lieu en février 1918 dans les Bouches de Kotor, Monténégro d'aujourd'hui, mais qui à l'époque était austro-hongrois, et qui a rassemblé, c'était sans doute une des mutineries les plus violentes, qui a vu se mobiliser 6000 marins qui ont hissé les drapeaux rouges et qui ont pris le pouvoir véritablement sur la flotte austro-hongroise, puisqu'une grande partie était là. C'est un événement en soi, mais finalement j'ai décidé, parce qu'à mon avis il y avait une logique intéressante pour réfléchir aujourd'hui au temps du centenaire, de me concentrer plutôt sur les marins allemands, même si on pourra faire des allusions. Parce qu'en réalité ils jouent aujourd'hui un rôle dans la mémoire contemporaine de la Grande Guerre, un peu comme des icônes. D'ailleurs je vous ai mis une statue de ces marins qui est toujours visible en Allemagne de l'Est, dans l'ex-RDA. C'est une statue qui représente les marins de Berlin, qui est à Strausberg, qui est une petite ville pas très loin de Berlin. Donc vous voyez la photo du marin au héros, telle qu'elle était pensée à l'époque de la RDA. Et pourquoi ces marins m'intéressent? Ils m'intéressent parce que, en fait, aujourd'hui, c'est trois icônes, les marins rouges. On peut dire deux icônes positives et une icône négative, encore dans la droite allemande et même dans la droite en général. L'icône positive des marins, ils sont vus aujourd'hui évidemment comme la figure des révolutionnaires, donc de ceux qui se sont dressés contre la guerre et qui l'ont empêché, on y reviendra dans le détail. Donc c'est la première icône, le marin c'est la figure de la révolution de 1917-1918, autant dans la Russie révolutionnaire que dans l'Allemagne de 18. Et ça c'est évidemment une image assez classique qui s'est imposée dès l'époque, puisque de fait ils avaient participé à la révolution. La deuxième icône qui est beaucoup plus intéressante et sur laquelle on reviendra aujourd'hui, c'est qu'en Allemagne, ils sont considérés comme les fondateurs de la démocratie allemande. C'est-à-dire qu'ils ont été en quelque sorte dépolitisés, et ils ont été évidés de leur contenu révolutionnaire pour dire finalement ces marins, par leur insurrection, par leur révolte en 1918, ils ont permis la fondation de la République de Weimar. Et donc aujourd'hui, je vous le montrerai à la fin de l'exposé, en Allemagne,
on ne valorise pas tant la révolution en tant qu'elle est révolution, c'est-à-dire transformation sociale, mais la révolution en tant qu'elle fonde la démocratie contemporaine. Donc du coup, les marins deviennent des icônes de la démocratie allemande contemporaine. Et donc ça, c'est une transformation qui est assez intéressante, sur laquelle on verra. Elle va si loin que même aujourd'hui, même la CDU, donc la droite allemande, se revendique des marins révolutionnaires de Kiel. Alors je pense qu'il ferait bien de relire leur programme, parce qu'ils auraient quelques surprises, mais de fait, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et la troisième icône qui est très intéressante et qui est beaucoup plus délétère, c'est les marins comme des traîtres. Les marins comme des traîtres, on y reviendra, parce que pour une partie de la droite allemande, presque jusqu'à aujourd'hui, mais au moins jusque dans les années 1970, c'est à cause des insurrections des marins que l'armée allemande a été affaiblie et que donc du coup elle a perdu la guerre. Donc finalement, les insurrections des marins auraient été finalement une des causes de la défaite allemande. Autrement dit, cette légende qui est si grave dans l'histoire du monde, qui est celle du coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire l'idée que l'Allemagne aurait été poignardée dans le dos par les civils, par l'arrière, elle prend parfois appui sur les révoltes des marins, en disant ces marins, ils ont été manipulés par les socialistes, ils se sont révoltés, et donc ils ont poignardé dans le dos l'armée allemande. Et pourquoi je dis que c'est une des histoires sans doute les plus dramatiques du siècle, puisque c'est sans doute un des arguments que les nazis ont le mieux utilisé. Ils ont dit, nous, on est ceux qui allons répondre à ce qu'on vous a raconté, le coup de poignard dans le dos, nous, on va restituer l'honneur perdu. Et si la gauche a été incapable, c'est parce qu'elle a poignardé dans le dos le pays en 1917-1918, et nous, on est ceux qui, justement, allons redresser l'honneur national. Donc l'utilisation par les nazis de la thèse du coup de poignard dans le dos, donc de tous ceux qui l'ont favorisé comme les marins, c'est quelque chose qui a été un des instruments sur lesquels les nazis ont pu le prendre appui. Et c'est pour ça que c'est un rôle fondamental, cette icône du marin traître, parce que du coup, elle appuie cette idée. Pourquoi c'est une idée dramatique, l'idée du coup de poignard dans l'eau? On pourrait dire que c'est un argument nazi, mais c'est un argument qui était entendable par la droite conservatrice, donc par des gens qui n'auraient pas forcément fait alliance avec des nazis qui étaient considérés comme des voyous au départ. Mais pour les conservateurs allemands, le coup de poignard dans le dos, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire la fin de l'Empire, ça veut dire la chute de l'Empire, ça veut dire la chute de l'Allemagne qui était la leur. Et donc l'idée de s'allier, en gros pour résumer, ils disaient les nazis c'est peut-être des voyous, mais au moins ils défendent l'honneur allemand et ils rappellent combien la République finalement a saboté toutes les valeurs auxquelles on a cru. Et donc du coup, intellectuellement, la légende du coup de poignard dans le dos, l'idée que les civils, les juifs, les socialistes sont responsables de la défaite, c'est quelque chose de central dans l'histoire contemporaine parce que ça a été un des arguments les plus efficaces dans la montée au pouvoir du nazisme. Et les marins, évidemment, je vous l'expliquerai dans un instant, sont au cœur de ce discours-là parce qu'on dit, bah oui, mais les marins, ils ont été endoctrinés par les socialistes, ils se sont révoltés à un moment où la flotte aurait eu besoin d'être, au contraire, performante et efficace, et donc du coup, ce sont des traîtres. Et c'est encore un discours qu'on entend en Allemagne dans les années 1970. Donc du coup, vous voyez que c'est sur ces trois icônes, cette trilogie mémorielle des marins que j'ai envie de réfléchir avec vous, en faisant un peu, en gardant en tête ces trois icônes. Et donc ces trois icônes, en fait, il y en a deux qui sont contemporaines et une qui est postérieure. Les deux icônes contemporaines, c'est le révolutionnaire et le traître. L'icône démocrate, elle va s'imposer assez récemment. Et donc l'icône du révolutionnaire absolu, elle va être mise en place par Lénine lui-même, puisque dès les révoltes de 1917, Lénine dit ces marins allemands qui se révoltent, dont je vais vous parler, ce sont les précurseurs de la révolution mondiale. Ce qui s'est passé en Russie, c'est grâce aux marins allemands que ça va se répandre dans le monde entier. Donc il y a des textes de Lénine, au moment où les marins se révoltent, je vous raconterai ça dans un instant, en août et à l'automne 1917, il dit, ben voilà, la révolution mondiale est en marche, la révolution, c'est les marins allemands. Donc du coup, c'était une icône évidemment très importante. Et dès cette époque-là aussi, on voit dans la presse de droite et dans les propos conservateurs l'idée qu'il y a un complot des marins avec les socialistes, et notamment avec l'aile avancée des socialistes, qui était le parti qui s'appelait l'USPD à l'époque, peu importe, qui est un complot pour renverser l'Allemagne et affaiblir le pays en guerre. Donc deux icônes contemporaines qui datent de 1917. Les marins, c'est la révolution mondiale en marche, et les marins, c'est les traîtres à la patrie allemande. Voilà donc comment je vais essayer de discuter avec vous de ces marins rouges jusqu'à aujourd'hui, de voir comment s'articulent les trois icônes et comment elles se sont construites sur un siècle. Évidemment, il y a des étapes que je sauterai parce qu'en 40 minutes, c'est pas possible d'être complet. Et encore une fois, je vais me centrer sur l'Allemagne, mais on pourrait élargir ces mémoires à la Russie, à l'Autriche-Hongrie en particulier, même à la France, puisqu'il y a eu des marins rouges, notamment ceux dits de la mer Noire en 1919. Donc on pourrait discuter de ce rapport en particulier avec les marins, avec la Révolution.
Mais si vous voulez bien, on va s'en tenir à l'Allemagne. Donc j'ai fait un plan assez simple. Je vous présenterai les grands moments des révoltes des marins dans une première partie. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai comment ils ont été construits autour de cette trilogie iconique que je viens de vous dépeindre. En fait, quand on dit les marins rouges, quel que soit le point de vue qu'on observe, on mélange beaucoup de choses. On mélange plusieurs événements qui sont très différents dans leur nature et que je voudrais identifier avec vous pour l'Allemagne, et qui sont aussi très différents si on faisait la même chose pour la Russie ou pour l'Autriche-Hongrie. Le premier événement qu'il faut identifier comme mettant en avant, on pourrait dire, une spécificité de la marine et notamment des marins prolétaires, donc c'est-à-dire ceux qui sont vraiment les matelots, les chauffeurs, c'est en 1917. Alors pour tout le monde n'est peut-être pas spécialiste de la guerre, donc je vais vous rappeler le contexte. Partout, c'est pas spécifique à l'Allemagne, les populations et les combattants commencent à en avoir assez d'une guerre qui se fait sentir, qui est d'autant plus lourde en Allemagne que, vous le savez, l'Allemagne est soumise au blocus. Et donc du coup, l'approvisionnement est bien moins bon qu'ailleurs. Il y a donc dans la population civile et dans les troupes allemandes des dures privations qui sont très difficilement ressenties. Les mouvements sociaux deviennent plus durs, notamment au début de 1918. Et parmi ceux qui souffrent, c'est les marins sur les bateaux de guerre parce que l'approvisionnement est insuffisant. Il est d'autant plus insuffisant que souvent c'est les officiers qui en profitent. Et ça, c'est une des spécificités de la marine, et ça explique peut-être qu'il y a eu justement ces révoltes de marins, c'est que c'est un monde extraordinairement hiérarchique. La marine, notamment la marine allemande, la marine prussienne, et de fait c'est la même chose dans la marine austro-hongroise, c'est-à-dire que les officiers sont pleins de morgue. Ils sont issus de milieux extraordinairement conservateurs, des élites traditionnelles. Et donc, face à des marins qui sont souvent de très simples origines, qui sont de prolétaires, il y a vraiment une lutte des classes dans la marine, avec des officiers extraordinairement différents et éloignés de leurs hommes. Et c'est ce qui explique cette idée de marin rouge, elle ne vient pas simplement, en quelque sorte, d'une vocation naturelle de la marine, c'est qu'il y a des rapports de classe extrêmement durs, extrêmement tendus dans la marine, pour ces raisons-là. Et puis, on est en 1917, et donc il s'est passé, comme vous le savez, la révolution russe, en février, et donc là aussi, les marins, qui sont issus de milieux beaucoup prolétaires, certains viennent des prolétariats des grandes villes, évidemment, des grandes villes portuaires du Nord, des grandes villes berlinoises, évidemment, donc toutes ces grandes villes, évidemment, ont produit aussi des gens qui sont parfois politisés, même de manière assez vague. Et donc, dans ce double contexte de ce qu'on appelait un nouvel horizon d'attente politique, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir un horizon pour terminer la guerre, puisque les Russes sont en train de le faire, ils ne l'ont pas encore fait en 1917, mais on parle de paix de plus en plus. Donc il y a un nouvel horizon pour les marins, et puis il y a un rapport qui se tend sur les bateaux avec ces officiers qui profitent de plus en plus de la situation et qui imposent des punitions assez fréquemment aux hommes. En juin-juillet 17, les incidents se multiplient au sein de la flotte, et les brimades des officiers aussi, ce qui fait que la situation est tendue. Et le premier moment significatif de cette révolte des marins, c'est le 1er août à Wilhelmshaven, avec les marins d'un certain nombre de bateaux importants, comme ceux de la photo, les prises à peu près à ce moment-là, c'est les troupes du prince Joseph. Les marins protestent le 1er août parce qu'on leur impose, et ça c'est quelque chose d'assez spécifique à 14-18, des exercices qu'ils trouvent injustes. On trouve ça aussi chez les soldats, chez les poilus. Les soldats détestaient les exercices parce qu'ils avaient l'impression de faire la guerre tout le temps, donc on leur proposait en plus des exercices, c'était considéré comme en quelque sorte une forme de brimade. Et donc le 1er août, les marins protestent, ils protestent tellement que certains sont punis. Il y en a 11 qui sont punis, à Wilhelmshaven, donc dans le nord de l'Allemagne, dans un grand port militaire de l'Allemagne. 11 sont punis et la révolte s'amplifie. Et le 2 août, pour soutenir ceux qui sont punis, tous les autres commencent à sortir des bateaux et à manifester. Ils se rassemblent à terre pour les soutenir. Et parmi ceux-ci, il y a 2 leaders qui s'affirment, Max Raspitch et Albin Köbis, qui sont tous les deux à gauche. Alors Köbis, il est plutôt de style un peu anard, il est assez libertaire de tempérament. Et Raspitch est un peu plus organisé, il a pas mal de contacts avec les socialistes, la gauche du parti socialiste de l'époque, l'USPD. En tous les cas, c'est eux qui prennent la parole, ils font cette erreur qui va pour eux être mortelle, c'est qu'ils prennent la parole pendant un meeting en appelant à la paix. Et du coup, il y a tout de suite une procédure judiciaire, ils sont arrêtés, ces marins à Wilhelmshaven, en revenant du meeting. Ils sont arrêtés et une procédure express est engagée à leur encontre, et plusieurs vont être condamnés à mort, parmi les marins qui se sont révoltés, mais 2 vont être exécutés, c'est Köbis et Raspitch. Ils vont être exécutés pour, je cite, pour incitation à la révolte, et ils vont être exécutés à Cologne,
parce qu'on a tellement peur que la population ouvrière et maritime de Wilhelmshaven se révolte, hein, qu'on les déplace, et donc l'exécution a lieu à Cologne. Si ceux qui s'intéressent dans le détail à cet épisode, hein, il y a un film qui a été tourné en Allemagne de l'Est, hein, qui s'appelle La chanson des matelots, hein, je traduis, et donc ce film, qui est un très beau film de 1958, hein, la première scène, c'est l'exécution à Cologne, où on voit que par 2 fois, le peloton d'exécution refuse de tirer sur Köbis et Rajpít, hein, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas envie de fusiller leurs camarades. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que non seulement les marins rouges, hein, font irruption dans l'espace public, mais ils font irruption avec 2 martyrs. Parce que dès cette époque-là, hein, c'était tout à fait exceptionnel, hein, dans l'armée allemande, hein, et dans la marine en particulier, qu'on exécute des hommes. On exécutait beaucoup moins de soldats dans l'armée allemande que dans l'armée française, italienne ou anglaise. Et donc ça a fait tout de suite un choc, hein, dans la marine de voir 2 marins exécutés, même si on considérait qu'il pouvait y avoir des raisons. Et donc du coup, dans la gauche allemande, Köbis et Rajpít deviennent tout de suite les icônes, hein, de la Révolution en marche. Hein, on dit parfois que c'était les premiers martyrs de la Révolution. Hein, puisqu'ils avaient été exécutés pour une révolte. Alors, on peut dire comme historien, c'est pas complètement juste, parce qu'en réalité, c'était pas une révolte organisée, hein, ils protestaient contre les conditions qui leur sont faites. Mais les spartakistes, à ce moment-là, hein, donc la gauche allemande, commence à dire que, en fait, c'est les premiers qui se sont véritablement révoltés. Et à ce moment-là, et ça c'est un événement clé, il se trouve que Rajpít avait eu contact avec un député socialiste, qui ne les avait jamais incités à la révolte. Hein, on le sait, on a tous les documents. Mais les conservateurs allemands ont dit, mais voyez, en fait, c'est pas les marins, c'est les socialistes, c'est l'arrière. Hein, donc vous voyez, les socialistes, les juifs, hein, ils sont tous derrière les marins. C'est eux qui ont poussé à ça. Donc, qui est responsable de la révolte? Hein, c'est pas ces pauvres prolétaires de Hambourg ou de Berlin, c'est les socialistes. Notamment ceux députés avec qui il y avait des contacts. Hein, on a eu les sources, le député a écrit ensuite ses souvenirs. Hein, on sait qu'il les a jamais incités à la révolte, il les a toujours incités à la prudence. On sait par ailleurs que les contacts étaient très modérés entre les députés socialistes et les marins, justement pour éviter d'avoir ce discours, hein, qui fasse croire que c'est l'arrière qui pousse à la révolte alors qu'on est encore en pleine guerre. Mais peu importe, dès ce moment-là se met en place ces 2 discours, hein, les martyrs de la Révolution allemande et les traîtres, hein, qui, soutenus par les socialistes, sont en train de saboter la défense nationale. Et donc du coup, vous avez une polarisation autour de cette icône, hein, de Köbis et Rajpít. Hein. On trouve dans les tracts de Spartacus cette expression, ce seront les vrais héros de la guerre mondiale, hein, en parlant. Donc du coup, vous voyez, il y a déjà, hein, une mise en exergue de ces marins rouges, en forçant un peu leur engagement révolutionnaire. Et donc du coup, va rester dans la marine, hein, cette idée, hein, qu'il y a une forme d'injustice cruciale qui s'est développée contre eux, parce qu'après tout, ils protestaient contre des choses qu'on supportait beaucoup de marins. La guerre va suivre son cours, et il y a un certain nombre de révoltes dans la marine, mais elles sont secondaires, jusqu'en 1918, où là, à nouveau, j'avance un peu vite, hein, donc 1 an après l'exécution des marins, début septembre, 1 an après exactement, va éclater une nouvelle révolte des marins, beaucoup plus importante, dans le même lieu, hein, dans ce même port militaire d'Allemagne du Nord, à Wilhelmshaven, donc une révolte considérable, hein, à Wilhelmshaven, qui va être occasionnée par le fait suivant, c'est que là, on est fin octobre, la guerre commence à être perdue, tout le monde le sait pour les Allemands, mais la marine, pour différentes raisons, décide d'organiser une dernière sortie contre les Anglais, hein, en quelque sorte un baroud d'honneur extrêmement violent, en disant de toute façon, si on est pris, nos bateaux vont être confisqués, ils vont être coulés, et le meilleur moyen finalement, dans une forme en quelque sorte de dernière tentative, hein, de radicalisation du conflit, hein, on va en quelque sorte lancer la dernière offensive, et ce geste, hein, ce sera un geste héroïque qui de toute façon, même si la marine est confisquée, aura sauvé sa réputation. Hein, donc vous voyez, c'était en quelque sorte une forme de combat pour l'honneur de la marine allemande, ultra radicalisée, ultra violente à travers ses officiers. Hein. Le prétexte est de protéger les côtes flamandes contre la marine anglaise, en réalité c'est uniquement pour l'honneur de la marine. Et à ce moment-là, on est donc fin octobre, hein, fin octobre 18, en réalité les négociations sont déjà entamées. Hein, l'armistice c'est 15 jours après, comme vous le savez. Donc du coup, les marins voient bien que l'état-major de la marine est en train, en quelque sorte, d'entraver les négociations qu'a commencé le gouvernement de transition de Max de Baal. Et donc ce qui se passe à Wilhelmshaven, fin octobre, cet événement là aussi fondamental, les marins refusent de lever l'ancre. Donc en fait, ils empêchent, hein, l'état-major de faire son baroud d'honneur, qui aurait été une catastrophe évidemment en pleine négociation de paix. Et donc du coup, hein, ce geste est empêché par les marins qui lèvent l'ancre.
La marine, l'état-major est évidemment très embêté. Pour essayer de diviser ces marins révolutionnaires, cette fois, on va séparer la troupe en deux. Une partie va rester à Wilhelmshaven et l'autre partie, par le canal de la mer du Nord à la Baltique, va transférer les troupes à Kiel. À Kiel, autre port, mais qui est cette fois sur la Baltique. Donc on passe à travers le canal, à travers la péninsule, et on envoie donc les troupes. Dès qu'ils arrivent à Kiel, les marins sont arrêtés, parce qu'on avait fait exprès de mettre ceux qui s'étaient révoltés à Wilhelmshaven. Ils sont arrêtés et ils sont mis en prison. Cet événement est fondamental, là aussi, parce que c'est des petits événements. C'est que le 2 novembre, les marins se rassemblent et demandent la libération de leurs camarades qui avaient été emprisonnés. C'est le même mécanisme qu'un an avant. Ils s'étaient révoltés parce qu'on avait arrêté ceux qui avaient été punis. Là, c'est pareil, solidarité des marins, sauf qu'on n'est plus en septembre 1917. On est un an après, l'Allemagne n'est plus du tout dans le même état, les populations civiles sont exsangues, la révolte est partout. Et donc, à partir de là, cette demande de libération le 2 novembre va se transformer en conflit avec les autorités du port de Kiel. Et ce conflit est violent. Les marins et les ouvriers du port se dirigent vers la prison où les soldats et les marins sont emprisonnés. Et là, le 3 novembre, des coups de feu sont tirés et un certain nombre de marins sont tués. C'est, comme on dit, le premier coup de feu de la Révolution allemande. Le premier sang de la Révolution allemande, ce 3 novembre, là encore. Et du coup, les choses s'accélèrent. Et très peu après, le 4-5 novembre, les marins prennent le pouvoir dans la ville. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus loin que ce qui s'était passé en septembre 1917. Et ils constituent, et c'est le point de départ de la Révolution allemande, un conseil, donc ils prennent le pouvoir dans la ville, un conseil des marins et ouvriers. Le 5 novembre, vous avez une photo originale qui a été retrouvée récemment pour le centenaire, où vous voyez Hoch lebe die Freiheit, donc vive la liberté, et donc 5 novembre 1918. C'est donc là le début c'est le début là, de la Révolution allemande, puisque vous voyez que les marins sont armés, ils ont des fusils, donc du coup ils ne se désarment pas, c'est pas juste une protestation pacifique. Et là, ils constituent donc le conseil des ouvriers et soldats et ils prennent le pouvoir dans la ville. On est le 5 novembre. Donc là, les marins sont au cœur de la Révolution, c'est eux qui gouvernent. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'à partir de Kiel, qui est un port, donc par définition avec beaucoup de moyens de communication, la Révolution se répand, et d'abord dans le Schleswig-Holstein, notamment il y a un conseil des ouvriers et soldats qui se met en place à Flensburg dès le même jour, et puis partout. Grâce aux marins, par les bateaux, par voiture, même on en a par avion, à pied, qui commencent à inciter les autres marins des ports à faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire à prendre le pouvoir dans les villes. Et donc partout se constituent des conseils d'ouvriers et soldats, et ce qui est assez fascinant, c'est que ça devient là une vraie révolution, puisque nos marins de Kiel, rassemblés dans le conseil, vont édicter un programme révolutionnaire, qu'on va appeler d'ailleurs, évidemment, vous voyez à quoi ça fait allusion, les 14 points de Kiel, les 14 points de Kiel, qui fait écho aux 14 points de Wilson, le président américain, qui avait fait un programme de diplomatie ouverte et de transformation. Ces 14 points de Kiel demandent la libération des marins emprisonnés, la limitation des privilèges des officiers, ça ne vous étonnera pas par rapport à ce que je vous ai raconté, la liberté de la presse, le droit de vote pour tous. Donc là, on sort des conditions des marins, on sort des conditions de la guerre, on est en train de faire la révolution. Et notamment, on demande la fin de la monarchie et la création d'une république des conseils. Alors c'est la panique à bord, je n'ai pas le temps de vous raconter tout le développement de la révolution à Kiel, mais là, on est véritablement dans un nouveau processus d'autant plus passionnant, on pourra y revenir dans la discussion, que se constitue du coup une nouvelle forme de pouvoir, c'est-à-dire des conseils ouvriers et soldats qui dépossèdent les pouvoirs traditionnels de leurs prérogatives et qui est vraiment une forme révolutionnaire puisque c'était censé être le pouvoir au peuple, de conseils qui allait déléguer à des mandataires le gouvernement. D'ailleurs, le conseil de Kiel siège dans la mairie, reprenant les prérogatives du maire de la ville. Progressivement, les choses s'étendent à Berlin avec des grèves, là aussi des pouvoirs révolutionnaires. Et le 9 novembre, vous le savez, la République est proclamée à Berlin. Et là aussi, les marins et l'influence de Kiel est très importante. Un nouveau gouvernement est formé avec des représentants du peuple. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le troisième épisode très important des Marins Rouges dans les mémoires contemporaines, c'est que mi-novembre va se former une division populaire de la marine pour protéger la révolution naissante. C'est la Volksmarine Division,
Ça, c'est encore une image de Wilhelmshaven en Révolution. Les voilà à Berlin. Là aussi, c'est une image récente, hein, devant le château. Et donc, pour protéger la Révolution, les marins rouges, les marins révolutionnaires, hein, vont créer une division spéciale qui va avoir pour but, en quelque sorte, de seconder la police, de seconder, en quelque sorte, hein, le conseil. Elle rassemble environ 1000 marins qui vont s'installer dans le château des Hohenzollern, hein, qui donc ont abdiqué, et notamment dans les écuries, donc, qui aujourd'hui, hein, qui est à peu près à l'endroit de l'ancien Palace des Républiques, hein, sur Unter den Linden, hein, donc c'est là que siégeaient nos marins rouges. Ils sont de plus en plus marqués à gauche, hein, ils sont proches de l'USPD, cette division de la marine, et les choses vont se tendre parce qu'en réalité, on va retrouver un peu les oppositions entre les anciennes et les nouvelles élites dans la Révolution, et le gouvernement socialiste présidé par Ebert va de plus en plus avoir peur de l'aile marchande de la Révolution, de l'aile révolutionnaire, et il va vouloir s'en protéger. Et parmi les troupes de cette aile marchande révolutionnaire, il y avait ces marins rouges, ces marins de la Volksmarine Division, et du coup, le conflit va se tendre, il va se tendre autour de deux choses, d'abord les salaires des marins, et ensuite la possession des œuvres d'art qui sont dans le château. Ça se tend tellement que pour Noël 1918, on arrive à une véritable guerre civile. Des troupes contre-révolutionnaires sont envoyées et les marins prennent en otage le commandant de Berlin, qui s'appelait Otto Wels, peu importe. Et du coup, là, on arrive dans une situation de tension très forte, hein, où même les marins sont bombardés. Là, vous les voyez avec des mitrailleuses. Il y a 11 morts. Et le préfet de police, devant la situation de tension à Berlin, décide de faire armer tous les ouvriers berlinois pour aller protéger la division maritime, pour faire échouer l'attaque. Hein. Donc on est vraiment dans une situation de guerre civile où les marins sont l'avant-poste de la Révolution. Progressivement, il y a des négociations, mais ça n'a pas empêché un certain nombre de morts qui seront enterrés. C'est assez intéressant parce que c'est toujours le cas. Ils vont être enterrés au cimetière où sont enterrés les révolutionnaires de 1848 à Berlin, hein, dans le Volkspark. Et donc on va mettre un 1848-1918 ensemble, hein, et aujourd'hui encore c'est le cas, hein, puisque les marins qui ont été tués en 18 sont mis avec les révolutionnaires de 1848. Une négociation avec le gouvernement Hébert permet de tenir quelques mois, mais définitivement en mars 1919, les troupes contre-révolutionnaires attaquent les marins. C'est une véritable guerre civile à nouveau qui va faire 1200 morts, et la division des marins rouges est dissoute et disparaît donc de l'horizon historique de la Révolution. Et d'une certaine manière, le rôle historique des marins rouges disparaît avec la Volksmarine temporairement. Donc si je résume cette première partie, les marins rouges ont représenté 3 temps de la guerre. D'abord, une première forme de révolte ou d'insurrection contre les conditions qui leur sont faites, encore de manière assez informelle, vous l'avez compris, hein, c'est une protestation contre les conditions qui leur sont faites, contre les exercices qui leur sont demandés, contre l'arbitraire des officiers, c'est l'épisode 1917. La radicalisation arrive en 1918 avec la révolte de Wilhelmshaven puis de Kiel, et là nos marins sont de véritables révolutionnaires avec un programme révolutionnaire qui comprend la chute de la monarchie et l'instauration d'une république des conseils. Radicalisation encore avec la création de la division de la Volksmarine à Berlin, qui là fait des marins rouges hein, véritablement l'avant-garde de la Révolution, et même une avant-garde militarisée, hein, puisqu'il s'agissait de la protéger. Avec l'épisode sanglant de mars 1919, encore une fois, la République va si l'on peut dire, se stabiliser sans son aile gauche, et du coup, nos marins disparaissent de l'espace public. Mais ils ne disparaissent pas de la mémoire, parce que la gauche de Weimar, et notamment les communistes, hein, vont entretenir cette triple mémoire, celle de Köbis et de Reichspitz, celle des marins révoltés de Wilhelmshaven et de Kiel, et celle de la division de Berlin. Et en 1928, le Parti communiste allemand va inaugurer un des premiers mémorials pour ces marins dans un cimetière à Cologne. Hein. Vous voyez là une tombe qui existe toujours, hein. C'est une carte postale qui représente Köbis et Reichspitz sur le cimetière auquel ils sont enterrés avec des soldats qui sont en fait non pas des soldats ordinaires mais qui sont des membres du Front Rouge, hein, donc du KPD. Donc très vite, hein, ces mémoires vont rentrer dans la mémoire communiste, ces marins vont rentrer dans la mémoire communiste et vont plus la quitter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là,
les marins rouges sont véritablement les seuls soldats qui vont être honorés par les communistes. Parce qu'ils considèrent que d'une certaine manière, il ne faut pas honorer les soldats qui sont morts dans des circonstances terribles, mais on n'est pas là pour exalter la guerre, on est là pour exalter les martyrs de la Révolution. Et donc du coup, les icônes du Parti communiste dans la République de Weimar, c'est pas tellement le poilu ordinaire, qui n'est pas un poilu, qui fait le Grau dans l'armée allemande, mais ce qui correspond à notre poilu ordinaire, le soldat ordinaire, mais c'est au contraire les martyrs de la Révolution. Et parmi ces martyrs de la Révolution, donc qui seront les icônes communistes de l'entre-deux-guerres du KPD, vous avez donc d'abord et avant tout Kübis et Rajpít, puisqu'ils ont été fusillés au nom de l'impérialisme. Et la seule inscription qu'il y a, et qui est très claire, elle dit « à nos camarades ». Vous ne pouvez pas la lire, on la verra tout à l'heure. Et donc du coup, il y a une mémoire rouge qui continue à entretenir cette triple mémoire, donc celle de l'insurrection de 17, de 18, et puis celle de la division de la Volksmarine. Comme le temps passe, je voudrais passer assez vite, et disons avancer dans cette seconde partie, en passant à l'après 1945. Après les luttes, où cette mémoire est passée au second plan. Qu'est-ce qui va rester lorsque les deux Allemagnes se divisent? De la mémoire des marins. En fait, elle va jouer un rôle assez important au temps de la guerre froide parce qu'elle va cliver les deux Allemagnes. Elle va cliver très profondément les deux Allemagnes, en ce sens où les marins rouges vont être complètement récupérés par l'Allemagne de l'Est, et donc du coup, ils vont être complètement mis à distance en BRD, dans la République fédérale, ils vont être complètement oubliés. Donc il va y avoir en quelque sorte une guerre des mémoires autour des marins. C'est devenu les héros de l'Allemagne de l'Est, et donc c'est devenu les anti-héros de l'Allemagne de l'Ouest. Les voilà, on retrouve nos Kübis et Rajpít dans un monument qui est dans le nord de la RDA, qui a été érigé pour, vous voyez, pour le cinquantenaire, à Dranske, dans une caserne. C'est un des premiers mémoriaux qui a été érigé pour eux. Vous reconnaissez plus ou moins Kübis et Rajpít. Et vous voyez que c'est évidemment la marine est-allemande, et la marine est-allemande s'appelle la Volksmarine. Donc elle a repris le nom de la division de Berlin en 1918-1919. Et donc vous voyez là, la transition est très claire, ce qui permet à la RDA de dire nous sommes toujours la tradition des marins révolutionnaires, nous poursuivons la révolution, et notre marine, qui s'appelle une marine du peuple, comme celle de 1918, elle récupère la figure de Kübis et Rajpít. Et donc du coup, de 1917 à 1967, la RDA bâtit une continuité entre ce qui s'est passé avant Weimar et aujourd'hui. Alors évidemment, de l'autre côté, c'est le contraire. Les officiers de la marine dans l'Allemagne de l'Ouest considèrent que les marins sont des traîtres. Et ce qui est très frappant, c'est que quand vous lisez les textes des officiers supérieurs dans une Allemagne démocratique, ils reprennent encore la légende du coup de poignard dans le dos, encore dans les années 70. Encore pour le 60e anniversaire de l'insurrection de Kiel, vous avez un certain nombre d'officiers qui disent qu'il n'est pas question d'honorer les marins de 1918 parce que ce sont eux les responsables de la défaite. Et donc en tant qu'officier supérieur, j'ai vu encore récemment l'un d'entre eux qui disait à peu près la même chose avec des mots plus modérés au temps du centenaire. Donc une opposition d'autant plus forte que, avec le temps, la place des marins dans la RDA est de plus en plus forte. Ils ont leur nom, Willy Sachse, c'était un compagnon de Kübis et Rajpít, donc vous voyez qu'on leur donne des noms de rues, on leur donne des noms de bateaux. Le yacht d'État, donc qui est celui de la présidence de la République de Wilhelm Pieck, s'appelle Albin Kübis. Donc vous voyez, ça va évidemment très loin. Le lance-missile, il y a des bateaux de la Volksmarine qui s'appellent Max Rajpít. Ils figurent sur des timbres, on leur consacre des expositions. Ce film dont je vous parlais tout à l'heure, ce film de 58, le chant des marins, d'Astrid Lindgren. Donc vous voyez que nos marins rouges sont partout en RDA. Et plus ils sont partout, moins ils sont partout en BRD, quand on est en pleine guerre froide. Donc comme c'est devenu des icônes de l'Allemagne de l'Est, ils perdent leur statut de héros de la révolution républicaine en Allemagne de l'Ouest. Et il y a même un scandale assez intéressant qui éclate en 1958, parce qu'il y a un conseiller militaire du SPD qui s'appelle Berman, qui fait un cours devant une école d'officiers à Flensburg, et il dit, arrête, il faut quand même, nous qu'on évolue, il faut qu'on arrête d'honorer les anciens amiraux de la marine impériale, il faut donner une place à Kübis et Rajpít. Et ça a fait un tollé absolu. Tous les journaux s'en sont emparés, tous les militaires ont dit, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui nous donne des leçons, c'est impossible d'intégrer cette mémoire des mutins. Donc en 58. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là où nos marins vont refaire irruption en Allemagne de l'Ouest, c'est au moment de 68, au moment des mouvements étudiants. Pourquoi? Pas tant uniquement en tant que révolutionnaire, parce qu'il y aurait eu d'autres icônes, mais
parce qu'ils sont représentatifs de la République des conseils. Et vous savez que dans mai 68, il y a toute une partie du mouvement qui est l'autogestion, qui est la recherche de pouvoir à la base. Hein, et donc, du coup, on peut intégrer ce qu'ont créé les marins. Et donc, en 68, il y a tout un ensemble de débats. Hein, l'héritage des marins rouges et de la République des conseils de 1918 est réintégré par, en quelque sorte, les jeunes révolutionnaires de l'époque, comme un modèle d'une forme de pouvoir qui soit non étatique, non directement, mais qui soit celui des assemblées de base, comme il y a pu avoir partout en Europe en 1968. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans la gauche allemande de ces années-là, il y a un vrai clivage entre, disons, en quelque sorte, la jeunesse progressiste et puis les institutions, parce que pour le SPD, ils sont toujours mis à distance, nos marins, parce que c'est très intéressant, on voit des conseillers ou des députés SPD qui disent il n'y a pas d'héritage à en tirer, nous on est pragmatique, on gère des villes, la révolution ça ne nous intéresse pas. Donc les marins rouges, ce n'est pas l'héritage du SPD forcément, dans les années 60, parce qu'ils voulaient des choses qui soient beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus ancrées dans la gestion des territoires, qui était la leur. Donc on est dans une mémoire très conflictuelle. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ce conflit parfois il est quand même importé. Voilà la tombe aujourd'hui de Köbis et Rajpi, c'est le petit monument qui a été érigé en leur souvenir. Et alors comme vous ne le voyez pas ici, mais le cimetière est enclavé dans une caverne, dans une caserne, pardon. Lapsus assez révélateur parce que cette caserne, qui est une caserne très importante de l'armée allemande à Cologne, en fait, c'est un statut assez particulier, c'est un cimetière de statut municipal, mais qui est enclavé dans une caserne. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les militaires essaient de limiter l'accès au maximum pour toute cérémonie qui soit rendue à Köbis et Rajpi. Et ce que j'ai rencontré des témoins qui avaient été des militants des mouvements de jeunesse socialistes, les Faucons, die Falken, qui me racontent qu'en fait, chaque année, chaque fois qu'ils voulaient rendre hommage à Köbis et Rajpi, l'armée limitait au maximum. Et donc, il y a eu 10 ans de négociations, ils ont fait intervenir des députés SPD, etc., pour pouvoir rentrer dans le cimetière, parce que pour les militaires, il était hors de question qu'on puisse faire une cérémonie en plus au sein d'une immense caserne, qui avait été une caserne en plus de l'armée aérienne, l'armée de l'air allemande, aujourd'hui. Et donc, du coup, il y avait aussi quelques secrets militaires à garder, donc c'est pas facile de faire rentrer des gens. Et bref, chaque anniversaire, ils essayaient de limiter. Toute la militance des jeunes de gauche, pas du SPD, mais plutôt des jeunes socialistes, a été d'être le plus nombreux possible à chaque cérémonie. Donc il y a eu un rapport de force comme ça pendant des décennies qui continue. Et la gauche allemande a répondu en leur donnant le nom d'une rue à Cologne, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le cimetière, on va réussir à faire voter dans des quartiers plus ouvriers. L'attribution par la mairie, qui était quand même assez à gauche à certains moments à Cologne, le nom de Max Rajpi et Albin Köbis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une lutte qui continue, puisque la rue a été inaugurée en 1997, puisque l'accès à la caserne est toujours impossible directement, il faut toujours passer par les autorités militaires. Donc vous voyez, cette mémoire, encore en Allemagne de l'Ouest, elle reste conflictuelle. Vous avez toujours l'opposition, disons, entre la gauche progressiste allemande et les plus conservateurs qui veulent essayer de limiter la mémoire et la mise en avant de ces marins rouges. Et là, on a un bon exemple donc, de cette mémoire assez tendue, y compris à l'Ouest, et y compris au moment où il n'y a plus de RDA en face pour porter la mémoire des marins rouges. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est en 1997 qu'on a pu donner le nom de Köbis et Rajpi, parce qu'il n'y avait plus de concurrence, donc ça ne donnait pas l'impression de céder en quelque sorte à l'Allemagne d'en face. Donc il a fallu attendre quand même une petite dizaine d'années après la chute du mur. Donc, vous le voyez, une mémoire extrêmement conflictuelle, extrêmement partagée, selon la vision qu'on a de ces icônes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à Kiel, qui est pourtant la ville de la Révolution allemande, il a fallu attendre les années 1970 pour que cette mémoire soit présente. Parce que c'était une ville assez conservatrice par certains côtés, même s'il y a eu un maire socialiste. Et donc, il faut attendre 1970 pour le premier monument qui évoque la Révolution allemande. Donc, c'est vous dire quand même combien en BRD, cette mémoire des marins rouges était quelque chose d'extrêmement conflictuel. Le premier monument, il est très modeste, c'est une simple plaque dans la maison des syndicats, avec ici vous avez Lothar Popp, vous voyez l'âge qu'il a, c'est un des derniers survivants de la République des Conseils. Il a été à la tête de la République des Conseils. Et donc là, on est en 78, donc pour les 60 ans de la Révolution, c'est la première fois que Kiel rappelle dans son espace public qu'il y a eu une révolution. Et c'est encore assez modeste, mais c'est sur une plaque que je n'ai pas le temps de lire, mais qui dit simplement qu'ici a siégé le Conseil des marins et soldats. Et c'est encore plus longtemps après qu'on aura un vrai monument conséquent. Ce monument qui s'appelle Vic, du nom d'un quartier, il date de 1982.
Donc imaginez un des événements les plus importants de l'histoire allemande, dans son lieu le plus important, donc la ville de Kiel, la révolte qui va permettre la naissance de la République de Weimar, hein, il faut attendre 1982 pour qu'il y ait un monument digne de ce nom qui rappelle l'événement. Autrement dit, extrêmement tardivement. Hein. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ce monument, le sculpteur a un peu tout mélangé. Il a un peu tout mélangé parce qu'il n'a pas dédié seulement à la révolte de Kiel de 1918, mais il a mis une citation sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, là aussi on pourra y revenir. Mais il a mis une citation qui en fait ne fait pas du tout référence à la révolte de 1918, mais à la révolte de 1917 et à l'exécution des deux marins Köbis et Rajpitz. Donc pour la ville, c'était un peu gênant parce que du coup, ça rattrapait hein, le modèle de la révolution russe et il fusionnait 1917 et 1918. Et donc du coup, dans les années 80, encore en Allemagne de l'Ouest, ce monument va faire débat. Il va faire débat entre les différentes tendances, tant et si bien qu'il y a des propositions opposées pour débaptiser le square, qui avait un nom tout à fait commun. Et donc la droite allemande dit, bon d'accord, vous avez fait un monument à la mémoire des marins rouges, et bien on va baptiser le square du nom de Gustav Noske. Ils ont dit ça va être très bien, hein, on va dire ni Noske ni Köbis, hein, on va s'en tenir là. Donc le FDP, vous voyez, hein, libéral, centre-droit, hein, va trancher, et du coup il n'a pas été débaptisé. Mais on est dans les années 80. Hein, donc vous voyez que la mémoire des marins rouges, elle est encore extraordinairement polarisée, et il y a tout un ensemble de débats. Ces débats d'ailleurs ne sont pas spécifiques, et c'est ça qui est intéressant, on les retrouve en Allemagne de l'Est, paradoxalement. Je vais aller vite parce que je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Mais lorsqu'il s'agit de faire là aussi un hommage aux marins pour le 60e anniversaire en Allemagne de l'Est, il y a des débats qui ne sont pas les mêmes, mais qui montrent que cette mémoire, hein, entre les différentes icônes que représentent ces marins, il y a des débats. Et notamment lorsqu'il s'agit d'ériger un monument à Rostock pour les marins, un monument qui existe toujours, il y a des débats à l'Est. Alors là, les débats ne sont pas les mêmes. Les débats, c'est de dire qui sont ces marins finalement qu'on veut honorer. Est-ce que c'est des victimes, hein, donc les premières victimes, en quelque sorte, hein, les martyrs de la guerre et de la Révolution, ce serait l'option de droite, ou alors est-ce que c'est des révolutionnaires en armes dont la RDA serait la continuation? C'est l'option de gauche. Alors ce qui est intéressant, hein, ça donne une image de la RDA plus complexe qu'on le dit, c'est qu'il y a des débats. Hein, et il y a des débats qui vont monter même jusqu'au dirigeant de la RDA, Walter Ulbricht lui-même, hein, qui, dans une lettre que j'ai retrouvée dans les archives, hein, dira ici c'est la signature de Walter Ulbricht, ils disent ben, les premières esquisses, elles ne vont pas, parce que ça ne représente pas une classe ouvrière combattante. Or, aujourd'hui, on ne veut plus des martyrs, on ne veut plus des victimes, le socialisme est construit sur le sol allemand, donc on veut une classe ouvrière combattante. Donc il n'est pas question de représenter nos marins sous la forme de Köbis et Rajpitz fusillés, il n'est pas question de les représenter en martyrs, il faut qu'ils soient volontaires. Donc du coup, là aussi, vous voyez, il y a des débats de mémoire, hein, qu'est-ce qu'on prend des marins? Et du coup, le sculpteur qui est pacifiste, hein, j'ai retrouvé les dossiers de la Stasi, on dit, il y en a marre, tous les artistes de Rostock, c'est des pacifistes, alors que, bon, voilà, on a autre chose à faire. Et du coup, ils vont trouver une version intermédiaire. Hein. On ne va pas mettre d'armes, parce que là, le sculpteur s'est battu jusqu'au bout pour que nos marins soient désarmés, mais on va les représenter non plus en fusillés, non plus en victimes, mais en militants de la classe ouvrière. Donc, vous voyez, même en RDA, il y a des tensions sur qui sont ces marins, comment il faut les représenter, comment il faut en quelque sorte, les transformer en icônes du présent. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que progressivement, avec la fin de la RDA, ce type de débat évidemment perd de son sens. Et puis, du coup, l'opposition avec l'Allemagne de l'Ouest perd aussi de son sens. Et il faut attendre les années 90 pour que la marine commence un peu à les intégrer dans des célébrations ou en tous les cas évoquer leur nom. Et on arrive à cette troisième étape et ce dernier moment iconique où nos marins, en quelque sorte, sont évidés de leur contenu révolutionnaire pour devenir des icônes démocrates. Des icônes démocrates de l'Allemagne contemporaine, et c'est ma troisième et dernière étape conclusive. Et donc du coup maintenant, aussi bien à Kiel qu'à Wilhelmshaven, je vais passer parce que je serai trop long sur Berlin, vous avez un parcours de la Révolution. Donc c'est intégré dans la communication urbaine, dans les deux villes. Vous pouvez vous promener sur les traces de la Révolution. Donc c'est complètement démonétisé politiquement, il ne s'agit plus du tout de valoriser les luttes, ni les propositions sociales des marins, mais il s'agit de les intégrer. Donc là, on est à Wilhelmshaven, vous avez des parcours dans la ville, vous avez même un parcours devant la prison où étaient arrêtés Köbis et Rajpitz, ça vous retrouvez leur photo, c'est toujours la même parce qu'on n'en a pas beaucoup, c'était des prolétaires, donc ils n'allaient pas se faire photographier toutes les 2 minutes. Donc vous avez ici, donc à Wilhelmshaven, un parcours, même parcours à Kiel, vous pouvez vous promener sur les traces des marins. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces parcours et cette mise en scène
des marins, elle s'accompagne d'un changement de ton. C'est-à-dire qu'ils sont récupérés dans l'héritage allemand, mais plus comme bien sûr plus comme des traîtres, hein, ça n'aura aucun sens, mais plus non plus comme des révolutionnaires, mais comme les fondateurs de la démocratie allemande. Et ça, on va le trouver à Kiel. Voilà. Et donc ça, c'est, voilà, je vais vous traduire rapidement, c'est pas tout, mais juste simplement, donc vous voyez, c'est le centenaire hein, de la révolution à Kiel, et donc Kiel se révolte, ou Kiel se dresse, et vous, pourquoi vous dressez-vous aujourd'hui, sous-entendu, hein, dans la tradition des marins, pourquoi allez-vous militer hein, donc, mais pas en tant que révolutionnaire, mais en tant qu'engagé dans la cité. Hein, donc on les dépolitise en quelque sorte, et donc, vous voyez, défendre la démocratie, vivre la démocratie, les 100 ans de la révolution à Kiel. Mais vous voyez, les mots qui sont employés, hein, c'est de mettre en... Il y a les révoltes des marins, c'est pas pourquoi allez-vous vous révolter, ou vers où la révolution, mais c'est de la révolte, on passe à la démocratie. Hein, donc, en quelque sorte, d'un mouvement qui est en quelque sorte tendu vers du nouveau, hein, il doit au contraire servir à fortifier la démocratie contemporaine. Hein. D'où les termes ensuite, démocratie erkämpfen, démocratie leben, donc en quelque sorte à fortifier la démocratie, vivre la démocratie. Hein, et plus du tout la révolution. Et donc c'est assez fascinant de voir que du coup, et c'est le discours qu'on va trouver aussi bien à la CDU qu'à gauche dans le Parti socialiste, hein, c'est les marins de Kiel comme finalement fondateurs de la démocratie. Et donc là vous avez un exemple que j'ai pris à Kiel, hein, donc Kiel se dresse pour la démocratie, Kiel se dresse pour le vivre ensemble, Kiel se dresse pour l'engagement, tout ce que vous voulez, on peut discuter les traductions, mais vous voyez ça n'a plus rien à voir avec la révolte. Hein, c'est pour le vivre ensemble, pour la démocratie, pour l'Allemagne contemporaine. Et donc là, vous avez un exemple qui est le plus intéressant. Hein, il y a un petit conseil des jeunes dans la ville, un Jungerrat. Et là, vous avez les marins qui sont en quelque sorte les parrains hein, du conseil des jeunes de la ville. Hein, et ça, vous avez trouvé des affiches hein, dans la ville de Kiel. Donc la révolution, finalement, c'est aujourd'hui la gestion. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, hein, vous passez là, et puis vous voyez la modernisation, la Jungerrat avec l'ordinateur. Hein, et donc du coup, la figure du marin, elle est complètement évidée du contenu révolutionnaire, elle est complètement évidée des enjeux de 1917-1918 pour en faire une icône, hein, encore une nouvelle icône, mais une icône finalement du vivre ensemble, de la démocratie. Vous trouvez ça sympathique, hein, n'y voyez pas qu'un esprit critique ou narquois. Et du coup, forcément, l'aboutissement de cela, hein, c'est qu'on fusionne aussi les temps. Premier aboutissement, donc Kiel steht auf für Demokratie, donc ça c'est le programme de la, comment dirais-je, du centenaire à Kiel. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez commencé à reconnaître sa figure. Vous avez Köbis, donc il n'a plus rien à voir avec Kiel, hein, puisque là c'était vraiment la révolte maritime de 1917, qui est fusionnée avec la révolte de 18. Hein, donc tout ça est mis dans un ensemble qui est une forme, alors que ça n'a évidemment rien à voir, j'ai essayé de vous le montrer, hein, mais du coup c'est plus grave puisque ce sont des icônes, ce sont des images, hein, et donc là vous voyez les deux images, c'est la démocratie à Kiel aujourd'hui. Et alors l'aboutissement évidemment de tout cela, forcément, c'est que la CDU du coup retrouve les marins. Hein, puisque là, si vous êtes intéressé, hein, c'est donc à Wilhelmshaven, hein, vous pouvez vous balader avec le groupe de la CDU locale hein, sur la trace des marins. Donc la boucle est bouclée, hein, même la droite locale aujourd'hui récupère hein, la mémoire des marins, ça fait partie des figures locales. Hein, je ne suis pas sûr que dans les années 70, vous voyez, on voit manifestement que c'était un conseil de marins. Donc même la CDU récupère l'héritage pour en faire un héritage contemporain allemand, hein, comme une figure très générale hein, de la démocratie. Voilà, j'en arrive à la fin. Et je voulais vous dire aussi, j'étais déjà trop long, pardon, dernier point sur lequel je vais revenir rapidement, c'est que pourquoi est-ce que ça est possible aussi, c'est qu'à Berlin, par exemple, on est en train d'effacer doucement les traces des marins rouges. Parce que la Volksmarinedivision avait laissé des traces, hein, notamment les combats violents, et à l'époque de la RDA, il y avait un certain nombre de plaques, notamment celle-ci, hein, qui expliquait que justement, hein, dans les écuries du château et dans les parties annexes, avaient siégé les marins. Et ça, c'est un film documentaire de RDA, où vous voyez des marins de la Volksmarine qui viennent rendre hommage, hein, ici. Vous voyez, c'est la plaque, elle est ici. Hein, vous reconnaissez hein, le Schloss de l'époque, ce qu'il en reste plutôt. Et donc c'était évidemment un discours extrêmement politique. Et là, évidemment, donc, je vais juste vous traduire ce qui m'intéresse, hein, que ici sont tombés, donc, etc., dans une résistance acharnée contre la réaction et le militarisme, les marins rouges et les combattants de Spartacus, les spartakistes. Et ça a disparu. Donc toutes les plaques qui à Berlin rappelaient que les marins n'étaient pas simplement tombés comme ça en l'air pour la démocratie, mais qu'ils étaient tombés parce qu'ils étaient révolutionnaires, elles ont disparu. Les seuls qui restent,
Les seules que vous pouvez voir, hein, c'est celles qui, en quelque sorte, ne posent pas de questions politiques, hein, mais qui rappellent simplement l'existence des marins. Et par exemple, une de celles qui a survécu, c'est celle qui rappelle la vie et la mort de Cubis, hein, mais qui, évidemment, est tout à fait excentrée. Hein, il faut la chercher, elle est dans le quartier de Pankow. Et elle est centrée sur la figure de Cubis. Et toutes celles qui sont centrées sur les combats de la Volksmarine dans le centre de Berlin, qui est le centre touristique, hein, personne ne va aller voir cette plaque à Pankow, il faut savoir qu'elle existe. Par contre, les autres, elles sont au cœur de Unterden-Linden, donc n'importe quel touriste les aurait vues, hein, s'ils se promenaient. Et tout ça a disparu. Donc, c'est le pendant de ce que je vous ai dit. À partir du moment où nos marins sont devenus de bons démocrates fondateurs de la République contemporaine allemande, évidemment, il n'y a pas de raison de faire particulièrement attention à leur passé révolutionnaire. Hein. Et donc, du coup, finalement, aujourd'hui, l'icône dominante, hein, qui nous fait un peu oublier les tensions de 1917-1919, hein, c'est d'être les parrains de la démocratie allemande. Hein, et donc, du coup, en quelque sorte, leur parcours mémoriel connaît aujourd'hui hein, une dernière inflexion dont on ne sait pas, évidemment, qu'elle sera en 2019, pardon, lorsqu'on, de nouveau, discutera de la mémoire allemande à l'occasion des traités, hein, où certainement la question du coup de poignard dans le dos va être relevée, où sans doute les marins rouges auront encore un rôle à jouer, et on ne sait pas de toutes les icônes, hein, si c'est cette icône démocrate qui là encore sera valorisée dans l'espace public allemand. Pardon d'avoir été trop long, je m'arrête là, et je vous remercie de votre attention. Et si j'ai bien compris le protocole, on a une petite demi-heure de questions. Oui, merci beaucoup. Et puis, je crois qu'on a bien compris là le principe des mémoires qui se font et peuvent se défaire aussi, d'où l'utilité de ces manifestations et de ces cadres comme le centenaire 14-18. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va faire circuler le micro. Je voudrais vous demander, est-ce que ce phénomène est étudié dans les livres scolaires allemands et sous quelle langue? Alors, il était peu parce que la guerre de 14 a joué un rôle qui n'était pas très important dans l'histoire scolaire allemande. Elle existe, hein, il ne faut pas exagérer, hein, on parle de beaucoup de choses quand même dans les écoles allemandes. Mais pour une raison qui est assez intéressante et que vous comprendrez, c'est que ce qui est central dans la mémoire allemande et aussi dans la mémoire scolaire, c'est les périodes postérieures. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup plus sur la Seconde Guerre mondiale, sur la partition, sur le nazisme. Hein. Et donc la Première Guerre mondiale n'a jamais occupé une place très importante. C'est souvent vu comme un pré-événement plus qu'un événement en soi. Et ça, c'est pas spécifique à l'école, hein, c'est spécifique à l'ensemble de l'espace public allemand, hein, où 14-18 n'est pas central, parce qu'il y a eu tellement de choses après, en quelque sorte, que les violences de 14-18 sont considérées comme des prodromes ou comme des origines, mais rarement comme un événement central. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que la place des marins rouges à l'école était secondaire en RFA. Hein, et dans l'Allemagne naissante, elle existait, bien sûr tout le monde parlait de Kiel, hein. Kiel c'est indispensable, dans tous les programmes c'est partout, mais c'était pas important. Par contre, dans les manuels scolaires de RDA, les marins rouges étaient partout. Il n'y a aucun enfant de RDA qui ignorait le nom de Cubis et de Reichspitz, hein. C'était des héros, il y a leurs dernières lettres qui étaient publiées dans les manuels, je les ai regardées, hein. Là ils ont une place très importante, ils sont dans toutes les histoires, ils ont leurs photos, hein. Ils ont une place très très importante. Mais là il y a une dissymétrie hein, scolaire très nette. Et aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le centenaire a revalorisé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites hein, en Allemagne. D'ailleurs, c'est intéressant, ça change un peu le temps du centenaire. Hein. C'est-à-dire que ce que je vous disais sur le fait que la mémoire allemande avait quand même été, comment dirais-je, avait relégué 14-18 au second plan, ça a changé. Alors on a des débats en ce moment avec les historiens allemands, je discute beaucoup de ces questions. Eux pensent que c'est superficiel. Moi, j'ai tendance à penser qu'en réalité, il y a une forme de rattrapage. Pourquoi? Parce que l'expérience de 14-18 dans les familles allemandes, c'est comme ici. Elle a été évidemment très forte. Hein, mais sauf qu'on n'en parlait pas parce qu'il y avait tellement eu de nouvelles expériences encore plus dramatiques avec le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, ensuite la partition de l'Allemagne, l'unification, que tout ça paraissait loin. Et moi j'ai eu l'impression qu'au temps du centenaire, les Allemands ont un peu récupéré les mémoires familiales auxquelles nous on est si habitués en France, hein, qui font partie de notre patrimoine. Et j'ai vu de plus en plus, par exemple, des livres qui n'existaient pas, mais qui chez nous on en a par centaines, localement et nationalement, c'est les livres Mon grand-père dans la Grande Guerre, ou Les poilus de Rouen, Les poilus de Caen, etc. Tout ça en Allemagne, ça n'existait pas. Ça n'intéressait personne, sauf des fanats de militarisme. Nous, c'est pas les fanats de militarisme qui s'intéressent à la guerre de 14, c'est nous tous. Hein, tout le monde a... Voilà, donc du coup... Et en Allemagne, ce phénomène, c'est vous pouviez aller dans une librairie, si vous alliez dans une librairie à Stuttgart, vous n'aviez rien sur le BAD pendant la Grande Guerre. Hein, vous trouviez 2-3 livres sur l'Allemagne en 14-18 au mieux. Et maintenant, vous avez ce phénomène de rattrapage où il y a une forme d'appropriation par les Allemands aussi d'une histoire plus personnelle, plus locale. Et il y a eu énormément d'expositions au temps du centenaire. Hein, il y a eu énormément de projets scolaires, franco-allemands, etc. Donc du coup, ça, c'est en train de changer. Hein, moi, je crois qu'il y a une vraie inflexion
pour des tas de raisons. On pourrait en discuter plus longtemps, mais on ne va pas le faire ici, sauf si vous revenez sur la question, si on a du temps. Mais je pense que c'est une inflexion qui est assez profonde, parce qu'il n'y a pas de raison que ces expériences, il y a eu plus de morts allemands que de morts français. C'est une expérience qui est partagée par toutes les familles allemandes, quel que soit leur destin après coup. Donc, et du coup, j'ai vu aussi, moi, dans les discussions avec les Allemands, c'est marrant, c'est comme ils avaient ce sentiment qu'en Allemagne, c'était pas valorisé, quand ils avaient un historien français, il y en a qui m'ont même donné des objets de leur famille, en disant ici, ça ne nous intéresse pas. J'ai un bout de papier d'une famille, j'ai une autre qui m'a donné des lettres, en me disant ici, nous, en Allemagne, on ne s'intéresse pas trop à 14-18, vous, j'ai vu que ça, etc. Donc il y avait cette idée d'un décalage de mémoire, mais à mon avis, il va se résorber, parce que les Allemands redécouvrent cette histoire, commencent à republier des choses qui sont un peu de ce que nous, on connaît bien. Donc je pense que c'est, pour vous répondre, ça évolue. Donc la réponse est assez claire. Jusque-là, c'était secondaire dans les manuels et dans les programmes, et aujourd'hui, je pense que ça a pris une tournure plus importante au temps du centenaire. D'autant que ça va loin, parce que ce que je vous ai dit sur le discours démocrate, on le trouve dans d'autres villes. C'est-à-dire que c'est en train d'être récupéré au niveau national. Je vous dis, la CDU qui fait faire le tour des marins rouges, c'est quand même drôle, après ce qu'on a entendu pendant 40 ans. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des programmes qui sont faits pour les écoles, pour aller visiter les expositions. Il y a quelques expositions qui sont faites sur cette question-là. Donc il y a à mon avis un changement. Alors sur le SPD, bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, il le disait très clairement. Il y a plusieurs textes, notamment du SPD de Kiel, où les élus disent « cet héritage ne nous intéresse pas, nous il faut qu'on ait une justification pragmatique pour gouverner ». Donc ça n'a pas attendu la grande coalition, ou en tous les cas ça l'a accompagné, comme vous dites, à plusieurs reprises. Donc ça c'est tout à fait juste. Il y a ce pragmatisme du SPD qui n'a rien à faire d'une mémoire révolutionnaire. Donc ça c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec vous, peut-être je suis un peu trop optimiste pour l'Allemagne, avec cette réserve quand même, si vous voulez, c'est que l'espace public allemand, je pense que contrairement au nôtre, est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus prêt au débat. C'est-à-dire que l'Allemagne a une tradition de débat dans l'espace public, l'Allemagne contemporaine, évidemment, a une tradition, et donc du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été discutées et débattues, et effectivement, ceux qui tiennent ce discours-là, moi, ceux que j'ai étudiés, en vous expliquant qu'on évite, c'est les élus. C'est les élus, mais de ce point de vue-là, ailleurs, ça ne se retrouve pas. Alors, en fait, le problème, et c'est un peu tout ce qui dit sur la tradition, le problème du centenaire, je vais revenir sur les questions des mutineries, mais il y a un double problème fondamental sur la tradition révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, en fait, ce qui s'est passé en France, comme vous dites, en Alsace, avec Pérotte, etc., mais partout dans le monde, c'est que, et d'ailleurs moi j'ai fait une série d'émissions là-dessus sur France Inter, donc c'est que c'était un monde en révolution. Et cette dimension révolutionnaire, avec tous ses potentiels critiques, elle est effectivement mise au second plan. Et en fait ça s'explique assez bien, de manière internationale, pour trois raisons. Qui portait cette mémoire révolutionnaire au premier plan pendant longtemps? C'était le bloc de l'Est, c'était les partis communistes, c'était les syndicats. C'est eux qui ont porté haut cette mémoire. Alors, bien ou mal, ça ne va pas être rediscuté de toute la politique de mémoire, etc. Mais ce monde-là, il a disparu, pour une partie. Quand vous aviez un PC à 30%, il est évident que ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la perte de mémoire, elle est liée... Pour qu'il y ait une mémoire, il faut qu'il y ait des communautés qui les portent. En fait, la mémoire, c'est pas les écoles qui les portent, c'est pas les politiques. Pour qu'il y ait des choses qui soient vraiment puissantes, il faut des communautés. Des communautés de mémoire. S'il n'y a pas une communauté de mémoire, il ne peut pas y avoir grand-chose. Il peut y avoir des coups d'un soir, une discussion, voilà, on fait un débat, on fait une exposition pendant 2 jours, mais il ne peut pas y avoir une vraie mémoire, une politique de mémoire. Et donc du coup, cette tradition révolutionnaire, elle a disparu sur le plan politique, ou presque. Elle existe, mais elle est trop petite pour faire entendre une voix consistante. Deuxième disparition, qui est liée, c'est la disparition de la tradition d'histoire sociale chez les historiens. Il n'y a pas de spécialistes de la Révolution russe en France, il y en a 2,5. Il n'y a plus de spécialistes du mouvement ouvrier allemand comme il y en avait dans les années 70-80, il y en a beaucoup moins. Donc eux aussi, les historiens d'histoire sociale, ils ont perdu beaucoup. Si vous cherchez des gens qui puissent vous parler de la Révolution russe ou de la Révolution allemande en France, il n'y a personne. Dans les années 70-80, il y avait des très grands spécialistes qui étaient reconnus internationalement. Donc eux aussi portaient un discours sur ce moment-là. Et troisième élément aussi qui est lié aux historiens, c'est que ce qui s'est développé dans les années 80-90, c'est une tradition d'histoire culturelle. Et l'histoire culturelle, elle a beaucoup de qualités, mais elle a aussi des défauts, et ces défauts, c'est la dépolitisation. Quand vous faites de l'histoire de la culture, vous faites de l'histoire culturelle, quand vous regardez les représentations, la manière dont les gens se représentent le monde, vous oubliez les rapports de force, vous oubliez la lutte des classes. Donc du coup, l'histoire culturelle qui a envahi
l'historiographie mondiale, hein, c'est pas spécial à la France, dans les années 90, ben elle a une tendance, évidemment la révolution ça marche pas, parce que la révolution c'est un événement, c'est une lutte, c'est concret, c'est des rapports de force, hein, c'est des gens qui luttent, ça marche pas dans des histoires de représentation, etc. Bien sûr on peut travailler sur les représentations de la révolution, il faut le faire, mais vous voyez cette histoire culturelle elle a tendance à dépolitiser les enjeux, et donc ça explique... C'est voulu aussi. Alors c'est voulu, mais parfois tout le monde n'est pas conscient hein, de ça. Certains sont... Donc ça c'est un des éléments, c'est les trois éléments si vous voulez qui sont congruents, hein, la perte des communautés de mémoire communistes et socialistes au sens fort du mot, la perte d'une historiographie d'histoire sociale et révolutionnaire hein, qui était aussi très puissante en Allemagne et très puissante en France, et puis du coup hein, le développement d'une histoire et d'une approche culturelle du passé qui dépolitise les enjeux. Hein, quand vous faites l'histoire du Bronze Âge, bon c'est très bien, mais évidemment, il y a certaines choses qui disparaissent aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'histoire du rapport à la plage ou du rapport au bronzage. Sans doute qu'on va apprendre des choses. Mais évidemment, quand vous y consacrez beaucoup de temps, vous en consacrez moins à d'autres choses. Donc c'est évidemment, les historiens n'ont pas des forces infinies. Alors là où je suis par contre en désaccord avec vous, c'est sur le centenaire français. Alors je suis un peu partie prenante peut-être, mais moi je suis membre de la mission du centenaire, hein, donc j'ai été voilà, associé à beaucoup de choses, donc où j'ai vu même quand je n'ai pas été associé, il n'y a eu aucun empêchement mis à la célébration des mutineries. Il n'y a eu aucun empêchement mis au débat. Et j'ai vu, moi, le directeur de la mission du centenaire en 2017, pardon, et je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse une journée de mémoire sur les mutineries. De 17, parce que c'est pas possible que ça passe à la trace. Et donc, je me rappelle, on s'est rencontrés dans un café avec 2 ou 3 responsables, il m'a dit, ta carte blanche. Voilà, moi, je te donne tout l'argent que tu veux, tu fais une journée sur les mutineries, c'est très bien, on verra si on soutient ou pas, mais il trouvait que c'était une très bonne idée. Il se trouve qu'on n'a pas eu les forces parce que, bon, il y a eu des tas de choses qui étaient en cours, mais il n'y a eu aucune opposition. C'est juste moi que j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il y avait autre chose en cours, et on était débordés, les historiens, par le centenaire, hein, donc nos forces ont manqué pour tout faire. Mais je vous promets que je me souviens, j'étais assis dans le carré avec le directeur de la mission du centenaire, hein, qui rattachait directement hein, à tous les ministères, donc c'est vraiment une voix très officielle, hein, même j'entends bien avec lui, mais c'est vraiment la porte-parole du pouvoir de ce point de vue-là. Il m'a dit c'est une bonne idée, je ne sais pas comment on pourra soutenir, mais ta carte blanche en termes de crédit, on mettra ce qu'il faudra, ensuite voilà. Et pour vous dire que ça n'a pas été négligé, ce qu'on a pu sauver, alors c'est petit, hein, mais ça a été quand même tiré, on a sauvé un numéro du 1, vous savez le journal le 1, on a fait un numéro spécial sur les mutineries, financé par la mission du centenaire. Hein, et pour vous dire, et pour tout vous raconter, pour vous dire qu'on pouvait faire des choses, mais plutôt, on est plutôt dépendant de cette absence des forces de communauté qui soutiennent ça, et on a fait un immense poster de Tardy, hein, que vous connaissez, le dessinateur Tardy. Donc vous savez, le 1, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un périodique. Hein, voilà. Bon, et donc on a fait, moi j'ai fait un article sur la marine allemande, justement, sur les révoltes. Il y a André Loès, qui est un spécialiste, qui a fait sur les mutineries 17, et ça s'appelle les mutineries. Donc voilà, c'est la mise à jour. Il y a un immense poster de Tardy, dans ce numéro du 1, qui a été tiré et bien diffusé, et on voit notamment un mutin qui pisse sur un calvaire. Et du coup, la mission du centenaire a été obligée de retirer son label à cause de ça. Parce que, évidemment, on avait peur que, comme il y a quand même pas mal de militaires, mais ils ont gardé l'argent, hein, ils ont financé, mais ils ont juste enlevé le label. Donc c'est vous dire qu'on peut négocier des choses hein, au temps du centenaire. On n'est pas dans un monde où on vous fait taire quand vous parlez de la révolution ou des mutineries. Simplement, le problème est plus les forces vives qui s'intéressent à ça. Hein. Mais il n'y a eu aucun empêchement. J'aurais voulu faire ma journée sur les mutineries de 17, hein, j'aurais eu tous les crédits publics possibles. Simplement, il aurait fallu, je sais plus. Voilà, sûrement pas, voilà, mais il aurait fallu qu'on ait des gens spécialistes de la question qui veulent bien s'y mettre. On s'est pris un peu trop tard. Mais j'ai jamais eu l'impression, c'est purement un témoignage, hein, je ne vous donne pas là une théorie du centenaire, hein, qu'on ne peut pas encore faire, mais qu'il n'y a jamais eu d'empêchement. Et ce numéro du 1, encore une fois, on a eu carte blanche. Moi, j'ai demandé Tardy, on m'a dit, ok, tu veux Tardy. Je dis, oui, je veux qu'ils mettent en scène les mutineries et pas, etc. Ben, les mutineries. Voilà, et alors ensuite, ils ont quand même demandé à un général de donner son point de vue pour faire un petit contrepoint, parce que bon, c'était quand même financé par la mission. Mais vous voyez, il y a eu quand même cette mémoire. Et là où, par exemple, il y a une mémoire, et je vous disais que pour une mémoire, il faut une communauté, c'est les mutineries russes à la Courtine. Vous savez, en 1917, il y a eu des mutineries de troupes russes qui avaient été ramenées du front, hein, dans la Creuse, ils étaient dans un camp de la Creuse, et il y a eu une immense mutinerie qui a été réprimée dans le sang, hein, d'ailleurs, etc. Et il se trouve que cette mémoire-là, elle a été prise en main par tout un groupe militant là-bas qui a fait un petit monument pour les mutins de la Courtine. Et donc, du coup, là, il y a une communauté de mémoire, et du coup, ils ont fait un centenaire hein, assez important. Il y a eu du cinéma, des expositions, etc., parce qu'il y a une communauté de mémoire. Donc, moi, je ne crois pas du tout que le centenaire, si vous voulez, c'est une forme de discours idéologique. Hein, ce qui n'empêche pas que Macron, moi, je suis intervenu dessus, hein, j'ai dit ce que j'en pensais à plusieurs reprises, donc je n'ai pas de souci avec ça. Ça me paraissait assez catastrophique comme sortie, la question n'est pas là.
mais je ne pense pas du tout que c'est une ligne officielle. Vous savez pourquoi il a fait ça, Macron, à mon sens? C'est pas du tout parce qu'il pense que Pétain faut être habilité, il s'en fout, à mon avis, de Pétain ou pas. C'est parce qu'en réalité, il y avait une pression des militaires, et qui voulait tenir, comme il y avait déjà eu des conflits assez forts, comme vous le savez, à l'état-major, il ne voulait pas que le centenaire soit une occasion. Donc, comme les militaires n'arrêtaient pas de dire oui, il faut qu'on honore les généraux, on n'a pas de place dans le centenaire, et Valls avait déjà été obligé de faire ça en 2014, il était déjà obligé de le répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est plus une pression, si vous voulez. Je pense qu'il a voulu lâcher un peu du lest du côté des militaires qu'une vraie politique de mémoire cherchant à réhabiliter Pétain. Je peux vous dire que de ce point de vue-là, il peut dire tout à fait autre chose, mais simplement c'est un président de la République, donc il tient différentes mémoires en même temps. Alors évidemment, pour nous, ça peut être choquant, parce qu'on peut croire à certaines plus qu'à d'autres, on peut croire à des discours plus qu'aux d'autres, mais lui, en réalité, c'est pas du tout, à mon avis, un choix, ni de réhabiliter Pétain de 14 ou 17, je pense qu'il s'en fout, c'est de dire aux militaires, j'ai entendu, calmez-vous, on va aussi parler des généraux, et voilà, je vous donne votre Pétain, maintenant vous me lâchez. Et ensuite, il a vu les historiens, il nous a donné aussi ce qu'on avait eu envie d'entendre. Et je pense que s'il a vu l'Église catholique, il leur a dit quelque chose de pareil sur l'Église catholique pendant la guerre. Donc je ne pense pas du tout, si vous voulez, que c'est une politique visant à affaiblir tel ou tel aspect. C'est simplement une volonté d'équilibre entre les communautés mémorielles. Et l'armée ne se cesse de se plaindre. Il y a même eu des vrais rapports de force. C'est pour ça que vous voyez, c'est plus compliqué que ce que vous dites. L'armée ne cesse de se plaindre depuis 2014, en disant vous nous excluez des commémorations. Vos commémorations, c'est la paix, c'est le pacifisme, c'est les mutineries. Vous imaginez le mutin qui pisse sur un calvaire, ça a fait jaser dans les trucs. Et en fait, eux, ils auraient été là, ils vous diraient l'inverse. Ils diraient c'est quoi cette mission? C'est une bande de gauchistes. Ils n'arrêtent pas de parler des mutineries, ils n'arrêtent pas de parler de la paix. La preuve, vous avez vu au moment du 11 novembre 18, on a dit qu'on célébrait la paix. Et pas avant tout les faits militaires. Donc vous voyez, la lecture, elle peut être... Et du coup, je me rappelle qu'en 2014, la célébration de la bataille de la Marne, où Valls a fait un discours franco-français, il n'y avait pas d'anglais, sauf qu'à la Marne, ils étaient quand même présents, il n'y avait pas d'allemand en face, il n'y avait que des Français héroïques. C'est là aussi, en fait, c'est parce que les militaires disaient on en a marre de vos commémorations franco-allemandes, on en a marre de vos commémorations internationales, on veut que vous célébriez l'armée française. Et donc c'était une réponse de Valls en disant bon ok, j'y vais. Ça peut-être fait très plaisir aussi, mais peu importe. C'est vous dire qu'il y a ce genre de rapport de force. Et du coup, je pense que, vous voyez, il peut y avoir une lecture plus nuancée. Ça n'empêche pas que sur certains aspects, vous avez raison, mais vous voyez, j'aurais une lecture plus nuancée. Et du point de vue militaire, je pense qu'ils vous diraient en disant, mais non, c'est nous qui sommes à la marge du centenaire, on n'a jamais assez célébré les troupes, on n'a pas assez célébré la gloire de l'armée française. Donc du coup, vous voyez, ce centenaire est plus ambigu. Je ne pense pas que vous ayez tort. Je ne dis pas, non, vous avez tort. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sans doute plus ambigu que ce que vous avez décrit. Voilà. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Oui. J'avais surtout deux questions à vous poser sur les mutineries et révoltes des marins. La première question, c'est comment est-ce que vous expliquez que ces révoltes aient eu lieu justement dans la marine? Est-ce qu'on peut dire que les marins vont s'en mettre rouge? Et d'autre part, est-ce que les marins qui se révoltent en 1917 portent les mêmes revendications, les mêmes aspirations que ceux qui vont s'engager dans la marine du peuple? La première, moi je vais vous dire pourquoi à mon avis les mutineries ça pose pas de problème. Moi je pense pas que c'est lié au PC, je pense que c'est avant tout la fin du service militaire obligatoire. Je pense que c'est ça la cause, pourquoi c'est complètement démonétisé, c'est parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie quand on est des militaires de parler des mutineries, parce que quand vous commandez des centaines de milliers de recrues, évidemment le terme de mutinerie, ça commence à faire problème. Quand vous avez une armée de métier où il y a 3 types et demi qui sont tous des volontaires, puisqu'ils ont choisi le métier, c'est plus un enjeu, la mutinerie. Bien sûr, on peut se mutiner dans une armée de métier, c'est pas le problème. Mais le vrai enjeu, c'est la fin du service militaire de la conscription en France. Là, on s'en fout. Les fusillés, les mutrinés. Moi, je l'ai vu parce que quand vous avez évoqué ça en introduction, mais moi j'ai participé à un rapport qu'on a remis au président de la République en 2013 sur la question des soldats fusillés. Et donc, pour faire ce rapport, on a rencontré des acteurs différents de la question, aussi bien des militants de la réhabilitation que des généraux. Moi, j'ai vu, ça m'amusait, je suis allé voir le chef d'état-major, qui était à l'époque un marin, et il me dit, les fusillés, on s'en fout. Franchement, le haut état-major, vous pouvez toujours avoir des généraux crispés, etc. Il dit, allez-y, faites ce que vous voulez, pour nous, il n'y a plus d'enjeu. Donc, c'était très clair. En 2013, il m'a dit, voilà, on parlait, on a parlé de manière très sympathique, mais je n'avais pas du tout l'impression de quelqu'un qui allait essayer de mettre des bâtons dans les roues à ce qu'on allait proposer, quoi qu'on nous propose, d'ailleurs on ne savait pas encore, c'était les enquêtes préparatoires. Donc pour lui, ce n'était pas un enjeu. Et je pense que ce n'était pas un enjeu, pas du tout parce que tout d'un coup l'armée était devenue partisan de la discipline, etc., mais parce qu'il n'y a pas d'enjeu, si vous voulez, aujourd'hui dans la société militaire, quand vous êtes toutes conscrites.
puisque la mutinerie, l'enjeu, c'est évidemment, si vous commandez une armée où vous avez des centaines de milliers de types, c'est plus pareil que voilà. Donc c'est à mon avis beaucoup plus que la question du PC. Deuxièmement, sur ce que vous avez dit sur les marins rouges, oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à mon avis, ce qu'a fait la RDA, c'est de politiser la révolte de 1917, en fait. Ça date beaucoup de cette époque-là. Et ce qu'ont fait aussi le KPD, c'est qu'ils ont rendu nos marins de 1917 beaucoup plus rouges qu'ils n'étaient. C'est-à-dire que Koebbis et Reichspiel, bien sûr, sont en train de se politiser. Ça commence aussi à chauffer en Allemagne en 17, mais ils n'ont pas d'orientation définie. Alors, Reichspiel, il a peut-être adhéré à l'USPD, on ne sait pas trop, etc. Donc, quand même, c'est pas non plus des... Mais pourquoi? C'est très important, en fait, ce que vous dites, parce que pourquoi on politise ce 17? Elle a lieu quand, cette révolte? Elle a lieu pendant l'été 17. Donc, avant la révolution d'octobre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une voie allemande vers la révolution. Si vous avez déjà des Koebbis et Reichspiel révolutionnaires, vous pouvez tracer une continuité. Alors que si vous êtes obligé d'attendre Kiel, c'est vraiment la suite de l'influence soviétique. Donc si vous dites que Koebbis et Reichspiel, c'est déjà la révolution en marche, et ça c'est très important dans les rapports de force ensuite au sein du bloc de l'Est, ça veut dire qu'il y a eu une révolution allemande avant la révolution. Alors on le dit avec modération, parce que bon, il y a quand même le grand frère, mais ça permet quand même aux Allemands de l'Est, et aux Allemands en général, de dire nous aussi on a une voie révolutionnaire. Et cette voie révolutionnaire, puisqu'en plus Lénine l'a dit, il y a un texte de Lénine sur la révolte de Wilhelmshaven, ça prouve bien que donc du coup, et ça c'est intéressant, du coup c'est la voie allemande vers la révolution. Et donc du coup c'est pour ça que c'est très important dans le discours communiste puis RDA de tracer la continuité au-delà effectivement de la différence, qui est très nette, et vous avez raison, d'ailleurs même dans les marins de 18, beaucoup vont être plutôt SPD. Donc effectivement, alors l'autre point évidemment, c'est les différentes catégories, oui vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, même dans les révoltes les plus extrêmes, comme celle de Cattaro, j'ai pas eu le temps de vous en parler dans la marine austro-hongroise, ça c'est un super épisode qui est totalement oublié, mais qui est fascinant. Il y a 6000 marins qui se révoltent, drapeau rouge, ils séquestrent les officiers, on se tire dessus, et ils menacent même de tirer sur les non-mutins. Donc c'est allé beaucoup plus loin, là c'était vraiment la révolution en marche. Et à Cattaro, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que la révolte va échouer? Parce qu'ils vont se diviser sur la stratégie adoptée. C'est-à-dire qu'au moment où on fait venir des troupes, des bateaux qui disent maintenant c'est la guerre en pas, soit vous vous rendez, soit on tire. Il y en a qui disent bon on est allé trop loin, etc. Il y en a qui disent non, maintenant on a formé un conseil, on y va. C'est la révolution en marche. Donc vous avez raison, les marins n'ont jamais été unis sur les buts révolutionnaires. Et c'est à Cattaro, c'est très clair. D'ailleurs il y a une très belle pièce de Friedrich Wolf, l'écrivain communiste là-dessus, où il montre bien les débats. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, sur les bateaux, ça va très vite en plus, ça se passe en quelques heures, il faut décider. Et il y a une partie qui était plutôt décidée à se rendre pour éviter d'avoir des marins qui se tirent dessus entre austro-hongrois. Et puis d'autres qui ont dit, non, il faut continuer, on n'a plus le pouvoir, on va le garder. Donc c'est vrai qu'il y avait ces divisions-là aussi au sein des marins. Mais ce qui est intéressant, moi, elle m'intéresse la catégorie de marins rouges parce qu'elle permet de travailler justement les constructions de la mémoire. Oui, moi je voudrais faire une remarque et poser une question. La RDA, dont vous avez beaucoup parlé, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle fait revivre ces moments, enfin, ce qui reste, non pas de la RDA, mais dans cette partie est de l'Allemagne réunifiée, comment on ressent encore aujourd'hui ces périodes? Est-ce que ça reste encore sensible? Est-ce que c'est commémoré? Est-ce qu'il y a des communautés qui s'en préoccupent? Alors ensuite, sur ce que vous disiez sur les communautés de l'Est, il y a deux mémoires encore qui sont assez vivantes, c'est des petites communautés. Il reste des anciens du bloc de l'Est qui vont entretenir cette mémoire-là. Et alors c'est très intéressant, mais elle a été très écrasée aussi après. Par exemple, la pièce de Friedrich Wolf qui s'appelle, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est Die Matrosen von Cattaro, les marins de Cattaro. Donc la pièce de Friedrich Wolf qui a été jouée partout dans le bloc de l'Est. C'était une des pièces stars. Tout le monde connaissait les marins de Cattaro, depuis Vladivostok jusqu'à Berlin. Donc c'était la pièce qu'on jouait en russe, on la jouait en hongrois, on la jouait en polonais, on la jouait partout. En Allemagne, elle n'a jamais été jouée, je crois, entre 1990 et 2018. Et la première fois, le centenaire, c'est pour ça que je vous dis quand même, le centenaire permet quand même des choses. Et donc il y a un ancien metteur en scène de l'Est qui s'appelle Wolfgang Bordel, qui a rejoué pour la première fois, en 2018, à Neustrelitz, dans un théâtre qui s'appelait Friedrich Wolf, qui a perdu son nom d'ailleurs. Il a rejoué pour la première fois. Et moi, je suis allé la voir la pièce, évidemment, vous imaginez. Je ne l'avais jamais vue, évidemment, parce qu'elle n'avait jamais joué.
Et donc il y a cette petite communauté de mémoire, hein, vous voyez, mais c'est un mince filet de gens qui sont des anciens du bloc de l'Est. Hein. Et là, il y a eu un peu, mais c'est un peu ce que je vous disais, c'est un one-shot, hein, il l'a fait jouer une fois, je ne sais pas s'il le refera une autre fois, mais ils essayent quand même. Hein. Et c'est une pièce très intéressante parce qu'elle montre, bon, c'est une pièce très réaliste, un peu brechtienne par certains côtés. Et donc elle vient de ce débat, et du coup, il a réussi à le faire au moins une fois. Hein. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le centenaire de la mort de Koebbels et Rashpitz, il y a eu quand même, porté par les milieux de gauche, à l'ouest, hein, quand même plusieurs cérémonies. Il y a eu quand même plusieurs cérémonies autour de milieux militants, soit des milieux pacifistes, qui prenaient l'icône de Koebbels et Rashpitz comme des victimes du militarisme, soit de milieux communistes qui en faisaient, eux, hein, des prodromes de la Révolution. Mais il y a eu quand même, par exemple, il y a eu une cérémonie au cimetière, hein, dont je vous ai montré, qui a été organisée par des milieux pacifistes à Cologne. Il y a eu des cérémonies dans d'autres lieux, y compris à Berlin, organisées par des milieux un peu alternatifs berlinois. Donc il y a eu au moins une petite dizaine de cérémonies pour la mort de Koebbels et Rashpitz par des milieux un peu activistes. Hein, donc vous voyez, il reste quand même cette tradition. C'est un mince filet, hein, évidemment, par rapport à ce que ce fut, mais c'est quand même existant. Hein, soit par la tradition franchement RDA, c'est le cas du metteur en scène hein, qui a fait jouer Friedrich Wolf à Neustrelitz, soit par des milieux militants, le DKP ou les pacifistes, hein, qui rappellent cette mémoire-là. C'est un mince filet, mais ça existe. Écoutez, on va peut-être remercier Nicolas Offenstadt pour ce soir. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure une émission que je vous recommande, qui est toujours disponible en podcast sur France Inter. Si vous voulez aller plus loin sur l'état du monde en 18 et l'état des révolutions dans d'autres pays que l'Allemagne qu'on a évoqué ce soir, c'était tout l'été de cette année, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup. Merci.